Bonjour à tous et bienvenue à cette autre émission d'Objectif 2018. Aujourd'hui, je reçois M. Bertrand Gagné, président du syndicat local des Appalaches. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de l'agriculture. Ben oui, on va faire un beau topo général là, au complet de la MRC des Appalaches. Tout d'abord, vous-même, vous êtes agriculteur, donc producteur laitier? Oui, on est producteur laitier à Saint-Pierre-de-Bretonne. C'est une ferme qui est là depuis 4 générations. Alors, on connaît le métier. On a un troupeau de 250 têtes, dont 125 vaches en lactation. Puis on a à peu près 3800 érables en plus de ça qu'on exploite durant le printemps. Ça fait que l'ouvrage ne manque pas en cours d'année. Non, vous êtes occupé à l'année, comme on dit. Oui. Donc, c'est ça, vous avez aussi vos enfants là, qui sont impliqués avec vous là, dans l'entreprise. On a 5 enfants. Nos 2 garçons sont avec nous autres, comme actionnaires dans la compagnie. 2 filles sont agronomes, puis notre garçon dernier aussi est à East Broughton avec son ami, sa blonde, avec la ferme de ses parents qui ont acheté. Fait qu'il exploite une ferme de près 50 vaches là. Donc, tout le monde tout le monde est en agriculture. On va le mentionner aussi, vous avez obtenu le zénith de l'entreprise agricole et forestière de l'année. C'est ça. Au dernier gala. Donc, félicitations encore une fois. J'ai toujours très mérité, encore plus dans ce domaine-là, parce qu'on le sait que vous êtes en travail continu, on va dire ça comme ça, là, 7 jours sur 7, là, en tout le temps. Vous êtes président donc, du syndicat local des Appalaches, des Appalaches pour tout le volet agriculture là, depuis 2012. 2012, oui. Le syndicat, l'UPA avait remanié ses territoires. Là, avant, c'était des syndicats de base. Là maintenant, c'est des syndicats qui se copient au MRC des régions. Okay. Fait que nous autres, la MRC des Appalaches correspond au syndicat local des Appalaches. Ailleurs, c'est Beau-Sartigan, c'est Robert-Cliche, c'est Montérégie. C'est comme ça que c'est rendu. Là. Donc, un syndicat par MRC. Par MRC. Et vous êtes le président, donc, du territoire... Des Appalaches. Des Appalaches. C'est ça. Votre mandat consiste à quoi? Donc, au quotidien, là, au quotidien ou à la semaine ou au mois, là, ça consiste à quoi, là, être président de la section locale? Bien, on recueille l'information qu'on reçoit de la Fédération Chaudière-Appalaches. On a des CA régionaux à tout moment. Fait qu'on recueille l'information qu'on reçoit de là. Puis on a des CA aussi régionaux, locaux, je veux dire, là. Fait qu'on divulgue l'information qu'on reçoit de là-bas, puis on fait parler le monde. Moi, mon but principal, c'est de faire parler les membres du CA. À chaque fois qu'on a un conseil d'administration, les gens s'expriment sur leurs préoccupations dans le laitier, dans le forestier, dans le porcin, dans tout ça. Là. Moi, mon but, c'est de faire parler le monde, puis de s'occuper de leurs préoccupations. Puis de voir est-ce qu'il y a une bonne entente là, au niveau de l'agricole local là, pour que nos dossiers avancent là, conformément à ce qu'on veut. Là. Un beau mandat, finalement, de rassembler toutes les difficultés et en même temps les projets de tout le monde pour faire avancer ça. C'est ça, c'est rassemblé. C'est rassemblé. Le syndicat local, ça rassemble les gens. Avant, là, la chance qu'on a, c'est qu'on a une MRC. Puis on a les gens de toutes ces MRC-là. Avant, on avait plusieurs syndicats de base. On avait plusieurs MRC à s'occuper. Fait que là, on a une MRC par syndicat. Fait que là, c'est plus facile d'avoir des projets communs qui vont porter fruit plus tard. Là. Les réalités sont sensiblement les mêmes. On va en revenir un petit peu plus tard, plus précisément, mais les réalités des agriculteurs d'une même région sont sensiblement les mêmes. C'est tous les mêmes problèmes d'une MRC à l'autre. Hein. On s'en passe pas de ça. L'agriculture, c'est provincial. Fait que les problèmes d'un sont souvent les problèmes de l'autre. Fait que on essaye de voir les problèmes comme ils sont puis de les régler autant qu'on peut. Là, parce que les syndicats locaux, ils règlent des problèmes, mais il faut comprendre qu'on ne règle pas des gros problèmes. des gros problèmes, là, ça va plus haut pour pouvoir avoir des résultats. C'est ça. Donc, on règle nos petits problèmes locaux, puis quand c'est plus gros, ben, on monte ça plus haut c'est ça. pour aller
aller finalement régler des problèmes qui sont probablement provinciaux ou même fédéraux à la limite. Si vous voulez, on ferait peut-être un petit portrait de la situation de l'agriculture de la MRC. Donc, quel type de production qu'on peut retrouver là? Bien, on est premièrement 733 entreprises dans la MRC des Appalaches. Ça, c'est 733 PME qui sont éparpillées dans les 19 municipalités qui composent la MRC des Appalaches. Vous comprendrez que 733 PME, ça amène une activité économique importante partout sur le territoire. Dans la ville, là, il y a plusieurs commerces, des magasins, des restaurants, mais c'est concentré dans le milieu urbain. Tandis qu'avec l'UPA, les producteurs, c'est éparpillé dans tous les territoires. Fait que là, on a des racines partout, qui fait de l'activité économique partout. On a, comme dans le production laitière, on a 133 entreprises laitières qui produisent pour 40 millions de dollars dans produits. On a 110 entreprises bovines qui produisent pour, par exemple, c'est 100 millions 10 millions de profits. Au niveau acéricole aussi, c'est très important. On a 500 acériculteurs, 500 entreprises qui exploitent 3 millions d'entailles. C'est énorme. Puis ça produit pour 21 millions de dollars. Fait que la MRC des Appalaches est au premier rang dans toute Chaudière-Appalaches pour le nombre d'entailles. Fait que c'est un gros atout pour nous autres. La sériculture, c'est extrêmement important. Donc, on voit qu'on est quand même bien diversifié. On doit avoir aussi quelques productions qui sont un petit peu plus moins importantes, mais tout aussi importantes au point de vue du maraîcher, des fois, ou des productions des fois d'animaux comme au niveau avicole, on a un poulailler à Kenner's Mill qui était parti en 2007 avec le programme de démarrage. Là. Il s'était inscrit, puis il y avait eu un quota de 5000 pondeuses de données comme ça là, pour partir. Un programme de démarrage que la Fédération fournissait, fait qu'il s'était inscrit, puis il avait gagné 5000. Là, aujourd'hui, ils en ont 14 500 dans une installation complètement neuve, là, 2 ans, avec des poules en liberté qu'on appelle. Là, c'est pas des poules en cage, là. C'est des poules libres sur un plancher, ils vont pondre sur les côtés. Les œufs tombent sur des courroies qui s'emmènent, qui vont se lasser, puis qui vont se piler dans des Ils s'en vont directement dans le crate, tout ça? Oui. Alors, c'est un poulailler extrêmement moderne, à la fine pointe de la technologie, puis que M. Patrick Côté et son épouse, là, qui ont ça, là, ils en sont bien fiers. On avait été à la porte ouverte de ça, là, 2 ans, puis c'est impressionnant à voir les poules. On se demandait comment les poules finiraient par les pondre d'un coin, mais ça a l'air que ça a pris à peu près une semaine. Il s'était habitué à les pondre d'un côté, puis il n'y avait pas beaucoup d'œufs à ramasser sur le plancher. C'est impressionnant quand même de voir c'est impressionnant, les animaux. Vous avez parlé des portes ouvertes, là. Je pense qu'on ferait peut-être bien d'en parler. À chaque année, il y a des portes ouvertes qui sont organisées partout au Québec, mais ça veut dire aussi en MRC des Appalaches. Donc, la chance de visiter des producteurs agricoles de tout type, là. Oui. Cette année, on avait un incubateur d'entreprises agricoles à Sacré-Cœur-de-Marie. C'est un projet qui a été finalement mis en opération ce printemps. C'est surtout du côté maraîcher, ce produit-là. Là. Il y a des serres qui ont été construites, puis ils se spécialisent plutôt vers le séchage de graines là, de semences. Là. C'est un projet majeur ça, pour l'incubateur de séchage de graines. Il y a un incubé qui exploite aussi le terrain là. Il y avait du jardinage de fait pour nourrir plusieurs personnes. Oui, c'est impressionnant à voir. J'ai-tu un arc dans la tête? Là? Il y en avait grand. Là, il y avait plus que ça. Pour moi, il y avait trois arcs là, de terrain. Là. On en nourrit grand avec ça. Oui. Il y avait des serres qui avaient semé là-dedans. Là, puis, c'était beau à voir. J'avais été voir ce printemps quand ça avait commencé, là, puis on se demandait comment ça finirait cet été, mais finalement, c'est très beau là, de voir tout ce qui a poussé là, puis que il faut croire que ça pousse dans la roche. Même si c'est une terre rocheuse, on réussit toujours à faire de quoi quand c'est bien préparé. C'est ça, on finit toujours par arriver. Puis la journée des portes ouvertes se tient généralement là... Au début de septembre, vers 9 septembre, 8, ça dépend, c'est 2 jours au début du mois. Donc, c'est toujours intéressant de le redire parce que plus il va y avoir de participants à ces journées-là, bien, plus on va valoriser finalement l'agriculture. Oui, mais ça devient de plus en plus difficile d'avoir des participants pour ça. Avant, on avait des producteurs de lait, des producteurs de bœuf qui participaient, mais là, on dirait que la tendance va plus vers le maraîcher ou les producteurs de lait, là, à cause de la biosécurité, ne sont pas trop intéressés à visiter les fermes. Là, puis, fait que, les normes de sanitation. Fait que,
On essaie d'en avoir, mais on est bien content quand on peut en avoir une comme ça cette année. L'incubateur, c'est un projet qu'il fallait absolument montrer au monde. C'était trop important pour que les laisser en dessous. Là. Non, c'est très important aussi. Ouais. Puis je pense que c'est une belle innovation dans le marché des semences biologiques là, pour l'ensemble du Québec. Puis ça se passe à Thetford, à Sacré-Cœur-de-Marie, secteur Adstock. Même le projet lui-même en tant que tel, c'est une porte d'entrée exceptionnelle pour quelqu'un qui veut se lancer en agriculture. L'incubé, il profite de terrain, il profite de l'expertise de spécialistes, il profite de 5 ans de travaux sur le terrain là, sans que ça ne lui coûte pas grand-chose. Puis après ça, quand il sera parti, puis il va pouvoir aller acheter des terres qu'on a dénombré des terres en friche, des terres des gens qui veulent vendre leurs terres, qu'on peut faire un maillage de gens qui veulent vendre puis d'autres qui veulent acheter. Ça fait que quelqu'un qui veut partir à partir de sa production qu'il a expérimenté durant 5 ans, bien, il va pouvoir aller sur sa propre ferme puis partir un projet qu'il a expérimenté durant 5 ans. Donc, on vient aussi favoriser la relève agricole sur le territoire de la MRC. C'est exactement ça. C'est le but de ça, c'est de partir des jeunes en agriculture. Pas nécessairement au niveau des animaux, des grands gibiers, des phénomènes, là, mais l'agriculture de proximité, ça devient de plus en plus à la mode. Fait qu'on peut faire beaucoup sur un petit arc de terrain. Quelqu'un qui fait du maraîcher là-dedans, il peut réussir à récolter beaucoup de stock. Les gens sont vraiment rendus à la recherche. Ils veulent savoir ce qu'ils mangent. C'est ça. Ils veulent savoir d'où ça provient, puis comment ça a été fait. Puis ils veulent aller le chercher aussi. Des fois, les marchés publics aussi sont en hausse partout. Oui. On a reçu différents maires, qui nous partagent justement l'expérience qu'ils ont au marché public, où à chaque semaine, ils voient le nombre de gens venir acheter augmenter, mais ils voient aussi les producteurs appeler pour dire hey, moi j'ai des produits, puis j'aimerais ça être capable de les offrir aussi. Il y a des paniers de légumes qui sont faits à chaque semaine. Là, comme ici, là, à Sacré-Cœur, il y en avait, je ne sais pas qu'il y avait de paniers d'offerts à chaque semaine là, pour répondre aux besoins des clients qui les commandaient d'avance et qui venaient les chercher une fois par semaine pour servir d'alimentation. Avec ce qu'on vient de dire, est-ce que vous considériez que l'agriculture est en bonne santé ici, dans le secteur? Oui. Moi, je pense que l'agriculture est vivante et faite par des gens dynamiques, tu sais, qui n'ont pas peur de se lancer, d'innover. Ils sont axés sur des nouvelles technologies. Comme à Leeds, il y a 2 fermes de bâtis en neuf, une qui n'était pas encore en opération, mais les gens ont bâti une vacherie là, avec des robots. Et puis, il y a 2 ans, ils en avaient bâti une aussi à Leeds, là, des cires, je crois, elle est en opération depuis 2 ans. Là, puis c'est des technologies nouvelles. Fait que c'est vers ça qu'il faut aller, puis il faut les encourager à continuer là-dedans. Ça devient une force aussi, si on veut, de pouvoir innover comme ça, puis d'être à l'avant-garde du marché. C'est ça. Puis est-ce qu'on est... la MRC des Appalaches, qu'on est dans les premiers qui s'en vont vers cette technologie-là ou on suit le marché? Non, on suit le marché. On suit le marché. Ces technologies-là, ils existent ailleurs, dans d'autres MRC. Puis ceux qui ont le guts de s'en aller là-dedans, bien, moi, je les encourage à y aller parce que c'est motivant. Puis il faut aller vers ça parce que la main-d'œuvre est rare. Fait que là, les étapes de traite en robot, ben, c'est l'ouvrage fait autrement. C'est l'ouvrage quand même, mais c'est l'ouvrage fait autrement. C'est la surveillance. Puis, c'est du renouveau, finalement. C'est du renouveau. On change un peu la façon de faire, mais... Oui. Parce qu'habituer des vaches à aller dans le robot d'eux-mêmes, moi, je ne l'ai pas, là, mais j'imagine que ça doit être quelque chose à faire. Mais quand c'est parti, c'est parti. Quand la vache est habituée de ce temps-là. Les jeunes génisses, les jeunes vaches au premier veau s'habituent plus facilement que des vieilles. Là. Fait qu'à un moment donné, le cheptel se change, puis qu'on tombe avec des animaux qui sont complètement habitués à cette nouvelle technologie-là. Puis ça avance de même. Puis quand on parle de changement, d'innovation, de technologie comme ça, le ministère, vous me reprendrez si c'est pas la bonne information, mais je crois que le ministère offre quand même beaucoup d'aide financière. Des fois, c'est des subventions, des fois, c'est des prêts, mais des fois, le ministère est là aussi pour appuyer les agriculteurs beaucoup. Là. Ben, en tant qu'aide financière, non. Je ne peux pas dire que le ministère offre de l'argent comme subvention, non. Les étapes qui se font, ils se font au tout courant d'intérêt, puis en point de vue de développement, des choses comme ça, des fois, il n'y a pas différentes choses qui viennent
pour aider les agriculteurs en relève, des choses comme ça? Ou... Ben, la relève, dans le lait, il y a le programme de démarrage dans le lait, les incitatifs dans le lait. Là, le 12-12, c'est 16-16. La Fédération donne 16 kilos de quota pour 10 ans, je crois. Là, puis il faut qu'on achète 16 en contrepartie. Fait que c'est des programmes de démarrage dans la production laitière comme ça qui se fait depuis plusieurs années. Là. Au moins, ça favorise quand même le développement des entreprises. Oui, ça favorise la relève à partir en production laitière. Même en acériculture aussi, il y a des projets d'émission de quotas pour les jeunes. Là, il y a aussi un tirage au sort qui se fait chaque année. Je pense que ce printemps, il y a eu 40 000 entailles qui ont été tirées au sort, je pense, au printemps. Là. Fait qu'il y a des projets d'émission de quotas qui facilitent la relève à partir en acériculture. Très intéressant, là. Puis un bel enjeu aussi pour le développement au complet de la région pour ça. Là. Si vous voulez, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi un portrait démographique des agriculteurs. Est-ce qu'on sent, on parle beaucoup des fois de la présence des femmes là, dans différents milieux, est-ce qu'on sent un développement, une présence accrue des femmes au sein de l'agriculture régionale, un peu plus présente? Oui, les femmes font partie des compagnies et puis des sociétés comme depuis une quinzaine d'années, depuis que le mode de société a été lancé, les épouses pouvaient faire partie de la société. Dans les compagnies, c'est pareil, les épouses peuvent être entrées dans les compagnies. Ils sont très, très présentes, puis on est bien contents. C'est une aide extraordinaire, ça aussi. Là. L'âge moyen des producteurs agricoles est de 53 ans au Québec. Fait que, comparativement à d'autres régions comme en Ontario, où il est plus élevé que ça, il est près de 60 ans, l'âge moyen des agriculteurs. Ça fait dire qu'ici, pour avoir 53 ans, ça veut dire qu'on a une relève qui est encore quand même présente, passablement. Pour avoir un âge moyen de 53, là, c'est... Puis est-ce que l'âge moyen tente à descendre avec les années? Donc, si on recule, exemple, quand vous êtes rentré en 2012 là, comme président, est-ce que l'âge moyen était plus élevé? Non, il y avait des statistiques qui avaient sorti dans ce temps-là, puis c'était pas mal ça, 53, 54, là, mais c'était encore la même affaire, c'était plus élevé dans les autres provinces. Ce qui s'explique qu'au Québec, on a des revenus plus fixes, plus sécurisés par la gestion de l'offre, puis l'assurance stabilisation. Le revenu est plus garanti que dans les autres provinces, puisqu'il y a moins d'assurance de sécurité du revenu. Juste avant de parler de la gestion de l'offre, vous avez dit assurance stabilité, ce qui veut dire ça? C'est une assurance que le gouvernement paie une partie, puis le producteur paie une autre partie. Ça assure un revenu dans les mauvaises années. Lorsqu'une année est mauvaise, l'assurance stabilisation compense pour le manque à gagner de la production dans la période qui est en manque de revenus. C'est ça l'assurance stabilisation. C'est garanti un revenu dans les mauvaises années. Puis, est-ce que c'est ouvert à tout type de production agricole? À part toutes les productions sont sous gestion de l'offre. Les autres, il n'y a pas d'assurance là-dedans. Okay. Comme le lait, le volaille, le dindon, les œufs, il n'y a pas d'assurance de stabilisation là-dedans. L'assurance stabilisation, c'est un modèle pour le porc, le bœuf, le mouton. Là. Ces produits-là où il n'y a pas de gestion de l'offre. C'est deux modes bien différents de sécurité du revenu. Un, c'est le gouvernement qui paye une cotisation, puis le producteur en paye un tiers, 2 tiers. Là. Tandis que la gestion de l'offre, c'est les quotas qui sont achetés par les producteurs, qui garantissent un prix là, avec un prix de vente du produit. Là. Gestion de l'offre, justement. Donc, on garantit un prix au producteur selon son quota qui a établi. Oui. Donc, l'enjeu principal, là, donc on parle beaucoup, c'est très d'actualité, cette gestion de l'offre-là avec l'ALENA qui est en train de se négocier au point de vue avec les États-Unis et le Mexique. L'enjeu principal, qu'est-ce qui est à perdre pour, on va dire à perdre, là, mais pour les producteurs? Moi, faut commencer par comprendre pourquoi c'était mis en place la gestion de l'offre. Dans les années 70, là, tous les pays, l'Europe, les États-Unis et le Canada, étaient en surplus de poudre et de beurre. Ils débordaient de poudre et de beurre, puis c'était des frais énormes pour l'Europe, les États-Unis et le Canada. Et au Canada, le gouvernement a mis une coupure de 20 sur la production laitière à ce moment-là.
Les États-Unis puis l'Europe, ben, ils ont dit on va baisser les subventions aux agriculteurs, mais c'était toujours l'autre qui devait baisser, jamais lui. Les États-Unis s'échangeaient le contrepoids. Ça fait que finalement, au bout de ligne, ben, après, en 2018, après 40 ans, ben, l'Europe a encore 340 000 tonnes de poudre sur les bras. Et les États-Unis continuent encore à subventionner généreusement le producteur par le Farm Bill. Et en Europe, c'est la politique agricole commune qui subventionne la production. Ça fait qu'au Canada, ben, on a dit au gouvernement en 72, ben, garantis-nous que tu vas nous bloquer les frontières. Nous autres, on te garantit qu'on ne fera pas de surplus. Et pour ne pas faire de surplus, il faut bloquer les frontières, il faut avoir un contrôle de la production, il faut avoir un prix fixé selon le coût de production du lait. Fait que c'est ces trois piliers-là qui font la gestion de l'offre. Si tu laisses rentrer des produits par les frontières, à un moment donné, la patte des frontières, elle grue. À un moment donné, quand tu es bien que deux pattes, tu tombes. C'est plus en équilibre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que la gestion de l'offre se fonde. Là. Fait que c'est ça qu'on veut empêcher. C'est que les importations continuent à rentrer beaucoup pour que finalement, la gestion de l'offre, ça ne sert plus à rien. Par les contingents tarifaires, depuis plusieurs années, on importait déjà 14 400 tonnes de fromage d'Europe. Avec le ECG, on a mis 17 700 tonnes de plus qui vient sur notre marché. Le PTP, on a 3,25 d'accès des pays étrangers à notre marché. Puis là, à un moment donné, ça fait comme ça suffit, là. On a assez donné, là. C'est pas question qu'on fasse d'autres concessions. On n'en fait plus de concessions. Si on continue à en faire rentrer, ben, notre système ne vaudra plus rien. Les transformateurs vont s'alimenter avec le lait d'ailleurs. Pour nous autres, pour venir à bout de vendre notre lait, il faut baisser, puis baisser aux prix mondiaux. Puis ça ne marche pas, cette là. Baisser aux prix mondiaux, il n'y a personne qui veut au prix mondial autour de nous autres. Là. Hein? Les vétérinaires, le dentiste, l'avocat, le notaire, le médecin... tous autres, ils marchent au prix ordinaire. Là. C'est la santé de nos entreprises, dans le fond, finalement. Là. Oui, oui. Puis il y a plusieurs petits on va dire petits producteurs. Il y a plusieurs producteurs qui, eux, s'ils n'ont pas la gestion de l'offre, n'existeront plus demain matin. Ben, c'est ça. Par la gestion de l'offre, n'importe qui peut vivre avec son quota. Il n'y a pas besoin d'avoir 300 vaches puis 400 vaches pour vivre. Un gars qui a 50 vaches, il a un quota pour 50 vaches. Avec ses dépenses, il réussit à passer à travers. Là. Mais s'il faut que tu de 50 vaches, tu passes à 200 puis 300 puis donc finir, ben, à un moment donné, la marge dans le lait est tellement minime si on enlève la gestion de l'offre qu'il faut produire pour venir à bout d'avoir un revenu un peu décent. Et c'est ce qui s'est passé en Europe là, depuis 2016, les cotons ont tombé. Fait que là, il fallait produire tout le temps, de plus en plus. Ça fait qu'il se ramasse avec un surplus de poudre, de lait, qui fait que c'est plus vivable. Là. Et ça ne marche plus en Europe. Là. La France est tout complètement virée à l'envers à cause de ça. Là. Puis les autres pays aussi, en Allemagne, des gros troupeaux, puis ils ont le prix bas, puis ils sont commencés par la politique agricole commune, là, la PAC qu'on appelle, là, pour venir à bout de survivre. Là. Nous autres, on a réussi à passer à travers avec une gestion de l'offre qui garantit qu'on n'a pas de surplus. Le gouvernement ne s'est pas endetté à supporter nos inventaires de poudre. C'est nous autres qui payent pour. On a des surplus aux autres aussi, mais c'est nous autres qui payent pour ces surplus-là. C'est ça qui fait la différence des deux systèmes. Là. Je pense que notre système a été gagnant après 40 ans comparativement à l'Europe puis aux États-Unis qui ont continué à subventionner allègrement les producteurs puis à s'endetter à n'en plus finir. Là. On a vu l'effet, justement, c'est ça exactement, on a vu l'effet que ça a sur le gouvernement où il n'y a pas de pression de subvention auprès des producteurs. Ben, parce que la gestion de l'offre est faite correctement. Elle est faite correctement. Puis le quota, c'est le producteur qui l'a acheté. C'est pas le gouvernement qui l'a acheté, c'est le producteur qui l'a acheté. Chaque fois qu'on a fait du quota, c'est le contrat de vente, c'est notre nom qui est en bas avec un prêt, là. C'est nous qui payent ce prêt-là, là. Fait que... Contrairement aux États-Unis qui, eux, ils produisent, c'est pour ça qu'ils veulent faire tomber la barrière pour justement pouvoir passer ces surplus-là. Oui, mais ils vont revenir au même point, mais que lorsque le marché canadien sera saturé, ils vont avoir réussi quoi? À défaire le système canadien, puis ils vont être encore embourbés dans leurs produits, ils n'auront plus de surplus. Parce qu'ils n'arrêteront pas de produire. Ils n'arrêteront pas de produire, mais la notion de surproduction, d'autres ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça, la surproduction. C'est un mot qu'ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas le savoir, et puis ils ne veulent pas dire non plus.
Ça fait que nous autres, avec notre discipline qu'on s'est imposée depuis les années 70, on a réussi à avoir un produit avec un prix connu, avec des volumes connus, ce qui fait qu'on peut investir plus facilement, emprunter plus facilement. Même du côté des transformateurs, les volumes sont connus et le prix d'achat est connu. Le prix de vente est connu, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, le prix de vente est inconnu. Il va être connu dans 3, 4, 5 mois. Fait qu'ils achètent du lait à un prix, ils ne savent pas le prix de vente de l'autre bout. Fait comment veux-tu investir puis emprunter dans les banques pour développer si tu ne connais pas de rien, là? C'est impossible. Ici, au Canada, on connaît tout. On connaît le prix d'achat, on connaît le prix de vente, on connaît le produit, le volume de lait à produire. Fait que là, c'est sécurisant pour les banques, puis c'est sécurisant pour les producteurs aussi. Puis vous êtes capable de structurer et de développer vos entreprises en lien avec ça. C'est ça. Les producteurs agricoles sont à l'avant-garde de tout. Hein? Ils sont à l'avant-garde, même si on se fait dire que vous êtes rétrograde, puis votre système est désuet. Là. Moi, tant que moi, c'est pas vrai, ça. Là. Il nous reste à peine 50 secondes. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe avec la gestion de l'offre? Bien, qu'elle reste comme c'est là. On n'a rien à concéder. On l'a dit, on a eu une manifestation là, 15 jours à Montréal, là, puis c'était pas de concession, puis rien. On a assez donné, comme je vous ai dit, là. On a donné à l'ACG, on a donné le PTP, puis on ne faut plus rien donner. Il faut que notre système reste en place avec un contrôle aux frontières. Si le contrôle aux frontières disparaît, les gestions de l'offre, il n'y en aura plus là. Bien, merci beaucoup, M. Gagné, pour cet entretien super intéressant. Merci beaucoup, puis bonne continuité dans tout ce que vous avez à défendre là, en lien avec le syndicat local des Appalaches. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été présent. Au plaisir pour une autre émission d'Objectif 2018.